Merci. Ah, le stade reste rempli quand même. Merci. Donc, oui, je suis. En fait, ça peut surprendre quand on dit que je suis spécialiste presque de tout, des sociétés hautes. Non, en fait, mon travail est celui d'un anthropologue évolutionniste, et notamment de l'évolution des sociétés humaines et même des grands singes en rapport avec les technologies. Donc, qu'il s'agisse du biface il y a 2 millions d'années, un silex magnifique, ou du smartphone, on est en fait sur les mêmes problématiques évolutionnistes qu'on appelle les algorithmes. Alors, première partie, changer d'air. Donc, le titre est superbe, évidemment. Nous en sommes, je crois, à la 6e édition, c'est ça? Et c'est incroyable comment ce monde a changé depuis la première édition. Ça va vraiment très, très vite. Sauf que, comme nous sommes dedans, on a l'impression que c'est la première fois que ça nous arrive, parce qu'on est vraiment dans le bain. Mais pas du tout. Pas du tout. Évidemment, je fais référence à ma génération. Je ne suis pas comme ces jeunes que l'on vient de voir, qui sont formidables. Mais je rappelle quand même que la France, entre 1964 et mai 68, et ensuite l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, que ce soit d'accord ou pas avec sa politique, mais en tout cas, la France a basculé très très rapidement dans la modernité. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça va plus vite. Oui, ça va un peu plus vite. Mais je vous rappelle que l'on parle d'ubérisation de la société que depuis 3 ans à peine, 2 ans et demi, et que le smartphone est arrivé en 2007, en janvier 2007. Il a fallu quand même quelques années avant que nous mesurions et que nous soyons directement confrontés à ces impacts de ce qu'on appelle maintenant la révolution numérique. Alors d'un point de vue de l'évolution humaine, nous sommes effectivement dans une période de changement. L'évolution, ce n'est pas un long fleuve tranquille, comme on vous l'a raconté. Ce n'est pas quelque chose qui est cumulatif, progressiste, sans limite. Et au contraire, ce sont des périodes de relative stabilité, des périodes entrecoupées également de relatifs progrès, comme on a beaucoup connu après la Seconde Guerre mondiale, et puis des périodes de changement extrêmement rapides. On appelle ça chez nous les équilibres ponctués. Et nous sommes donc dans cette ponctuation. Alors pourquoi nous sommes dans une nouvelle phase de l'évolution humaine? Bien sûr, on parle de l'Anthropocène, depuis l'impact des activités humaines sur la géologie de la Terre, sa physiologie, donc le climat et les dérèglements climatiques. Ce n'est pas que réchauffement, c'est aussi dérèglement climatique. C'est aussi l'effondrement des biodiversités. Nous sommes au seuil d'une catastrophe annoncée. Et si nous basculons dans des mondes dans lesquels les biodiversités et les écosystèmes s'effondrent, d'autres viendront, mais là, ce sera quelque chose de complètement inconnu, et surtout avec des écosystèmes dans lesquels nous n'avons jamais coévolué, notamment pour nos pathologies. Donc ça arrive, et ça, c'est la responsabilité de l'homme une fois de plus. La démographie. Depuis que je suis né, la population mondiale a été multipliée par 3, mais en plus de ça, aujourd'hui, c'est plus le vieillissement de la population que la natalité qui assure cette croissance démographique. Donc un profil démographique dans sa qualité, plus que dans son nombre, qui n'a jamais été connu dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais connu ça. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, on est en train de chercher des réponses. Et puis, bien sûr, ce qui nous occupe, c'est comment les technologies impactent les sociétés et font changer les sociétés. Depuis 2 millions d'années, depuis l'arrivée du premier homme, Homo erectus, et pas tout à fait Homo habilis, comme le disait tout à l'heure mon ami Axel, mais c'est pas loin. De toute façon, on n'est pas tous d'accord. En tout cas, c'est Homo erectus pour moi. Homo erectus, pourquoi? Parce qu'il va inventer la deuxième coévolution. La première coévolution fait que nous continuons de coévoluer, c'est le terme, avec les organismes vivants et même les micro-organismes. Aujourd'hui, par exemple, comme vous le savez, 80% des micro-organismes qui vous composent ne sont pas à vous. C'est ce qu'on appelle le microbiote, le microbiome. Et aujourd'hui, les développements des recherches, grâce au big data et à l'intelligence artificielle, nous promettent des progrès absolument énormes en ce qui concerne les immunothérapies ou des tas de choses comme ça, qui avancent extrêmement vite parce que ces technologies, justement, nous permettent de traiter ces données massives et de faire des extractions de corrélations et d'hypothèses sur lesquelles, après, bien sûr, les médecins travaillent. Mais la deuxième coévolution, c'est que nous sommes des espèces incroyablement plastiques. C'est le terme à la mode, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que nous sommes des espèces qui peuvent changer très vite d'un point de vue morphologique, qui est la taille et la forme, d'un point de vue physiologique, le fonctionnement de l'organisme, et évidemment cognitif. Alors je vous donne une bonne nouvelle. Tout à l'heure, on s'inquiétait du cerveau de Cro-Magnon. Est-ce qu'il était comme le nôtre? Pas tout à fait. Il était plus gros. Cro-Magnon dans la salle, personne ne le voit. C'est un homo sapiens comme nous.
Et son cerveau faisait 1500 cm3. Nous, on est à 1340. Et ça, c'est des conséquences justement de l'invention des agricultures, où on a perdu notre robustesse musculaire, squelettique, et on a perdu 200 cm3 de cerveau. Quand je dis que c'est plastique, ça peut aller dans les deux sens, comme on va le voir. Or, aujourd'hui, on est en train de mesurer l'impact des technologies sur nos sociétés. Je fais référence aux travaux du groupe de MIT avec messieurs Bridger-Folsom et McAfee, dont 2 livres ont été traduits en France chez Odile Jacob, qui s'appelle Le second âge des machines, et l'autre étant Machine, Plateforme et Data. En gros, on ne s'était pas aperçu de ce qui avait commencé déjà il y a 35 ans. Ils ont analysé, avec leur équipe, comment le travail, les métiers ont été affectés à l'échelle mondiale depuis l'arrivée de la micro-informatique. Alors pourquoi on ne s'est pas aperçu de ça il y a 35 ans? Eh bien, il y a 35 ans, ce n'est pas tout le monde qui pouvait s'acheter un micro-ordinateur. C'était les entreprises, c'était les laboratoires de recherche, les gens qu'on avait les moyens. Et surtout, l'évolution comme jamais dans l'histoire de l'humanité des pays les plus développés, en termes d'espérance de vie, de santé, évolution sociale également, espérance de vie, capacité cognitive. Sachez que l'école, et c'est ça qui est fascinant dans ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'école que j'ai connue moi, a fonctionné très bien avec le modèle social que voulait la société. Et je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'effet Flynn, de James Flynn. On sait qu'entre les années 60 et 90, le QI, c'est-à-dire, on peut critiquer, c'est comme le PIB, hein, mais en tout cas le QI qui mesure les capacités intellectuelles ou cognitives, enfin surtout intellectuelles plutôt, l'intelligence, eh bien, a augmenté considérablement. Donc ça a été quelque chose qui a formidablement fonctionné et qui était en cohérence. Donc l'enseignement a rempli sa mission par rapport aux attentes et aux enjeux de la société. Sauf qu'à partir des années 80, tout ceci a commencé à être radicalement mis en cause et on court année après année, gouvernement après gouvernement, sur de nouveaux projets éducatifs. Et on voit bien que depuis la fin des années 80, 1989 exactement, eh bien, nous dégringolons dans tous les classements internationaux. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, qui n'est plus en rapport au changement de la société et aux changements sociétaux. Que s'est-il passé ? Il y a eu une émergence dans les années après les 30 Glorieuses et pendant les 30 Glorieuses, donc d'une classe moyenne. Et dans les classes moyennes ou classes dites populaires, ce qui n'est pas péjoratif parce que j'en suis issu, on fait des études techniques la plupart du temps, des bac plus 2, bac plus 3. Et quels sont les métiers qui sont directement impactés par l'arrivée des nouvelles technologies? C'est justement les métiers techniques. Et l'arrivée de la micro-informatique, plus la mondialisation dans cette affaire, dans les années 90, on a mesuré leur impact et on s'aperçoit que les classes moyennes, qui étaient bâties sur l'évolution de ces nouvelles professions qui se sont déployées avec les revenus, donc ces classes moyennes, ont commencé à se déliter et les conséquences, on les paye aujourd'hui. C'est exactement les résultats des élections, du Brexit, de M. Trump, en France, en Italie. Ça veut dire que tout le modèle politique, éducatif et social que nous avons connu, qui a très bien marché, ne fonctionne plus dans le monde d'aujourd'hui, qui a été profondément impacté par justement la modification des métiers. Et il y a un film superbe qui évoque cela. Le film est magnifique, c'est Grand Torino de justement Clint Eastwood. Regardez ce film, vous voyez comment a émergé ces classes moyennes. On peut critiquer aujourd'hui le pavillon de banlieue, la consommation, la voiture, mais c'était des progrès sociaux extraordinaires pour ma génération, qui aujourd'hui, évidemment, ne répondent plus aux enjeux des des jeunes. Et j'adore les Américains parce que lorsqu'il y a un gros problème, ils aiment bien utiliser un terme français, c'est-à-dire ce décalage entre ce qu'on a connu comme un progrès extraordinaire et qui aujourd'hui ne fonctionne plus, ils appellent ça le grand découplage. C'est-à-dire quand il y a un gros problème, c'est forcément à cause des Français. Non, mais en tout cas, ils prennent un terme français. Aujourd'hui, pourquoi on le voit? Eh bien, c'est l'arrivée du smartphone. Nous avons changé d'air en 2007. En 2007, M. Steve Jobs arrive sur scène et il dit « I'm going to change the world ». Mais il n'a jamais dit comment. Et personne ne pouvait savoir comment ça allait changer. Et 2007, c'est à partir de là que la majorité de la population humaine est urbanisée. On n'a aucune idée, nous, même là, en région parisienne, de ce qu'est une mégalopole. On n'a aucune idée de ce que c'est Sao Paulo, Shanghai, Sansan. Vous savez, c'est quoi la ville de Sansan? Vous connaissez, non?
San Francisco, San Diego, Boswash, vous connaissez? Boston, Washington, 500 km d'urbanisation. On ne sait pas ce que c'est. Et la conjonction des deux, c'est-à-dire les smartphones, les réseaux, la production de données, les villes nouvelles, eh bien, ce sont de nouvelles écologies, ce qu'on appelle les smart cities, donc les enjeux absolument énormissimes aujourd'hui, donc de la ville connectée, sur lesquels évidemment se jettent tous les grands acteurs des grandes entreprises de différents domaines par ailleurs. Donc ce qui est étonnant, on peut comprendre qu'on n'ait pas vu l'impact de la micro-informatique, puisqu'évidemment, ça a été très progressif, ça a pris 30 ans pour qu'on s'en aperçoive. Mais le smartphone, ça a été notre affaire. Ça a été dit tout à l'heure par mon ami Jean-Pierre Letarte, et dans son dialogue avec Joël de René, BYOD, Bring Your Own Device. Ce qui a changé, et ce que n'ont toujours pas compris la plupart des observateurs du monde qui vient, c'est que nous sommes rentrés dans un monde darwinien. Dans un monde darwinien, il n'y a pas de projet prédéfini, mais il y a une pluralité d'acteurs qui sont capables, avec quelques innovations, de bousculer des secteurs économiques entiers. Et c'est ça, donc, l'ubérisation. Monsieur Canavic attendait un taxi à Paris, ça traînait, il a l'idée de créer une application, et vous avez vu l'impact que c'est et la capitalisation d'aujourd'hui. C'est ce que Jamie Rifkin appelle le coût marginal zéro. Si vous arrivez à créer une application, qu'elle est sélectionnée par les utilisateurs et qu'elle se déploie de façon complètement virale sur ces réseaux, eh bien, vous arrivez à un système économique qu'on ne connaissait pas dans l'économie classique, où, pour accompagner la croissance donc, commerciale et le succès commercial de ces entreprises, les investissements qu'il faut consentir sont beaucoup plus inférieurs à l'énormité des bénéfices qu'ils peuvent encaisser. Et c'est pour cette raison que ces acteurs du numérique, que ce soit évidemment en Californie, mais regardez ce qui se passe en Chine. Les capitalisations de Baidu, Alibaba, Tencent, JD.com et surtout M. Masayoshi Son, qui lui est japonais avec SoftBank, parce qu'on regarde toujours la Californie, mais regardez ce qui se passe de l'autre côté, ça va extrêmement vite, la Chine 4.0 est déjà là, et ça justement c'est cet outil. Écoutez, Karl Marx se retournerait dans sa tombe. Karl Marx a très bien analysé quels étaient les principes du capitalisme de la première révolution industrielle. Il fallait de l'argent, c'est les banques, pour payer les moyens de production, et ensuite les gens vendaient leurs compétences, leur force de travail, et c'est le modèle qu'on a encore jusqu'à aujourd'hui des grandes entreprises, qui commencent tout juste à changer. Aujourd'hui, c'est terminé. En 2018, plus de la moitié de la population mondiale et partout dans le monde a un smartphone. Et tout le monde, avec un très faible investissement, peut créer une activité qui peut perturber tout un domaine économique et social. Et ça, personne ne pouvait le prévoir. Steve Jobs avait entrevu, évidemment, les bouleversements en cause, mais ça a pris du temps. Ça a commencé par l'ubérisation de la société. Je fais partie de l'observatoire et on essaie de comprendre et de suivre un peu ce qui se passe. On s'est un petit peu inquiété avec les blockchains, donc qui sont, vous savez, des registres numériques qui se passent des tiers de confiance habituels comme les notaires, les États, les avocats, etc., qui sont aujourd'hui très investis par les experts comptables, par les banques, également les gouvernements, etc. Alors, sauf que les blockchains, tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est, tout le monde veut y aller, mais personne n'y va, mais en tout cas, on va y aller. Mais comme c'est quelque chose qui est assez troublant, donc ça n'a pas paniqué. Et puis les robots. Alors là, ça y est, les robots vont arriver, ils vont prendre nos jobs, ils vont être plus intelligents que nous. Eh, attendez. Peut-être que DeepMind, qui n'est pas un robot d'ailleurs, qui a battu M. Louis Sedol au jeu de Go, moi, je l'attends au foot contre mon petit-fils. Attention, nous sommes sur des dissonances cognitives complètement aberrantes face aux intelligences artificielles et face aux robots. Dès qu'on présente quelque chose sur l'intelligence artificielle, c'est un robot humanoïde. En fait, les robots humanoïdes, c'est une toute petite partie des intelligences artificielles que vous avez d'ailleurs déjà dans vos poches. Donc, ne pas se focaliser sur les robots humanoïdes qui vont évidemment avoir des impacts absolument étonnants, mais ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais pour le reste, ça va déjà donc extrêmement vite. Donc c'est ça ce monde nouveau. Et pour vous expliquer, je n'avais un peu parlé l'année dernière, mais l'année dernière, j'étais complètement shooté parce que j'ai eu un très grave accident. J'avais quasiment un orteil qui était écarté, donc j'avais retrouvé le pied de Lucie. Et j'étais un petit peu, voilà, donc je reprends un peu le truc, donc ça va mieux cette année. Et la chose étant, pour vous expliquer comment fonctionne ce monde. Il y a 10 ans, M. Jack Dorsey, ses petits copains et ses petites copines en Californie, décident de faire un hackathon.
Donc on se réunit, on se lance un défi, on essaye de résoudre un problème, on l'a vu, hein, avec les débuts du design thinking. Ce qui s'est passé sur scène avec WAP, c'est la première étape du design thinking. Et les médiateurs, on appelle ça les Scrum Managers. Donc on fait de la diversité, on sort les idées. Ça, c'est la première étape, ce que vous avez vécu sur scène à l'instant. Et donc là, Jack Dorsey lâche, tiens, j'aimerais bien une messagerie de 140 caractères à envoyer à mes amis. Hey, entre nous, ça ne sort pas de cette salle-là, d'accord? Est-ce qu'envoyer une messagerie 140 caractères à ses amis sur nos petites préoccupations quotidiennes, c'est vraiment un projet fondamental pour l'avenir de l'humanité? Est-ce que trier des photos de garçons et de filles sexy dans une chambre de Harvard, est-ce quelque chose qui correspond à un besoin fondamental de l'humanité? Ben là, c'est Facebook, et l'autre, c'est Twitter. Vous pensez un seul instant qu'ils avaient imaginé les printemps arabes? Vous pensez un seul instant qu'ils avaient imaginé les systèmes d'analyse automatique des opinions des personnes sur Twitter, sur les valeurs de la City, ce qui a emballé les algorithmes de l'époque, avec un peu d'intelligence artificielle déjà, ce qui nous a valu la crise financière de 2008 dont on sort à peine? Vous pensez un seul instant qu'ils avaient imaginé Google Flu? Tiens, ça va, t'es où? Ah, moi je suis un petit peu mal, et toi? Paf. Maintenant, on détecte l'émergence des épidémies bien avant que les personnes achètent le médecin. Et vous croyez qu'ils avaient envisagé les fake news? Donc je vous suggère deux néologismes, les Trumpery, et en hommage à Madame Conway, sa conseillère en communication, les Conwery. Bon. Sauf que là, je dis comme ça, on rigole un peu, mais quand même l'affaire Cambridge Analytica, c'est une perversion de la démocratie. Donc ces technologies nous permettent de faire des choses extraordinaires, mais ça ne nous dispense pas d'avoir une vigilance de citoyens. Parce que nous avons une ouverture extraordinaire sur la connaissance, sur le monde. Partout dans le monde, on peut se connecter avec tout le monde. Alors, comme on m'a fait le plaisir d'évoquer mon dernier livre, j'ai inventé un dialogue à la Platon, en toute modestie bien sûr, mais entre une étudiante africaine qui me demande c'est quoi le transhumanisme, parce que le transhumanisme en Californie vu d'Afrique, c'est une autre affaire quand même. Hein, d'accord? Et là, mais tout le monde peut se connecter avec moi. C'est nouveau ça. C'est extraordinaire parce que j'ai un site. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité non plus. Donc ça, c'est les technologies. D'un autre côté, il y a un philosophe plutôt subversif qui a fait la couverture du Point récemment, qui s'appelle Peter Sloterdijk. Et c'est lui qui, en 1999, en tant que penseur et très bon analyste de ce qui se passe dans le monde, avait proposé pour la première fois le terme de post-humaniste. Et là, ça va être un peu plus philosophique, pardonnez-moi. Et Peter Sloterdijk, il dit, on constate une chose, c'est que tout notre système scolaire, qui était basé en fait sur ce qu'il appelle l'amitié littéraire de l'humanisme fondamental, eh bien, qui était basé sur les textes, sur le roman national, sur ces grandes valeurs de l'humanisme, évidemment, dont Axel Kahn est un représentant très vif aujourd'hui, eh bien, il constate que cet humanisme-là n'a pas vu venir les changements de tous les acteurs qui étaient réunis ici, ma chère Véronique, qui étaient les changements liés aux technologies, par les entreprises et par l'économie. Or, voilà la trinité terrible dont ne veut pas entendre les humanités ou les sciences humaines. L'entreprise, Burke. Les sciences, matérialistes. Technique, Burke. Économie, capitaliste. Il faut arrêter. En fait, on a complètement négligé dans l'histoire même de l'évolution humaine l'impact des technologies et de leurs usages, comme je l'ai évoqué et qui est en train d'exploser aujourd'hui, parce que nous sommes rentrés dans un nouveau monde. Je vous ai parlé donc de l'anthropocène, du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, des biodiversités, de l'urbanisation, de l'impact des technologies sur nos vies. D'ailleurs, tiens, il y a quelqu'un qui se souvient d'une vie avant le smartphone, là? Alors, s'il y en a qui dit oui, c'est un préhistorien. Voilà, ça change. Regardez comme nos relations sociales ont changé, nos relations professionnelles. Donc, on a une véritable révolution anthropologique. Et il est vrai que d'Homo erectus à aujourd'hui, on a négligé cet aspect de l'idéal. Nous avons un très grand anthropologue français qui s'appelle Maurice Godelier, qui explique très bien que les outils, eh bien, quand vous achetez un smartphone, le choix que vous faites, quelle que soit la marque, eh bien sûr, il y a un besoin, mais il y a de l'idéal. Donc, en fait, nous construisons de nouveaux imaginaires autour de ces outils. C'est ça, évidemment, qui est là. Et on est en train de le découvrir pour Homo erectus de la même manière. Donc, voilà ce monde dans lequel nous sommes arrivés. Et ce monde, donc, on parlait de postmodernité, le terme a été dit tout à l'heure. Bon, ça, j'ai ça, mes amis Maffezoli au Boltanski. Mais cette histoire convergente entre, d'un côté, les analyses récentes des impacts des nouvelles technologies que j'ai évoquées avec les travaux de MIT, mais il y en a d'autres, bien sûr, et de l'autre côté du philosophe, ben aujourd'hui, ça converge dans, justement, cet aspect qui est donc de ce changement d'air. Sauf que, voilà,
les grandes périodes de changement dans l'histoire de l'humanité, on a parlé de Renaissance tout à l'heure, eh bien, elles se nomment après. Les Trente Glorieuses, on les a nommées après. Ben là, on est en plein dedans. Il va falloir qu'on réfléchisse au niveau mondial, parce que c'est au niveau mondial, à comment nommer ce nouvel âge de l'humanité dans lequel nous sommes rentrés aujourd'hui, qui n'a pas encore son nom, mais qui est déjà complètement effectif. Et évidemment, à chaque fois qu'on change de civilisation, cette fois-ci à l'échelle mondiale, on a besoin d'une nouvelle école, d'une nouvelle transmission des connaissances, d'une nouvelle formation. Donc l'école que j'ai connue n'était pas mauvaise. Moi, je suis darwinien. J'irai jamais dire... C'est vrai qu'il est agaçant, ce machin. Hein. Moi, j'irai jamais dire que l'école que j'ai connue est bonne ou pas bonne. Ça n'existe pas dans le monde de Darwin. La vraie question est de savoir quand un système scolaire, quand un système éducatif et un système de formation correspond aux enjeux de la société. Il a été excellent pour mon époque, mais évidemment, on ne reviendra jamais en arrière, parce que l'époque a changé, et nous sommes les acteurs. Et nous sommes là, effectivement, bravo pour ce forum, depuis sa régularité depuis 6 ans, pour essayer de construire cela. Alors, je suis très agacé, parce que je voulais parler de design thinking, mais je me suis fait griller le truc à l'instant. Mais voilà, que dit Peter Sloterdijk? Il est très intéressant à cet égard. Il dit, il fut un temps, il travaille un petit peu sur l'idée de Heidegger de la clairière. L'idée qu'on est sorti de la forêt il y a 6 millions d'années, on est entré dans la clairière. En fait, ce n'est pas une clairière que d'un point de vue écologique. C'est-à-dire que les humains sont entrés dans des mondes de construction symbolique, de rapport au monde, ce que l'éthologue von Escul appelait l'être au monde. Donc nous avons des ontologies. Nous construisons nos rapports à la vie, au cosmos, aux autres, et à chaque fois, donc, ceci est une caractéristique absolue de l'humanité. Et ceci a pas trop mal marché, mais il y a eu des hauts débats, bien évidemment. Et aujourd'hui, quel pourrait être ce nouveau schéma? Eh bien, justement, nous avons besoin de construire une nouvelle ontologie, un nouveau rapport aux technologies, au changement de société, dans ce que j'appelle l'espace digital darwinien. Un espace dans lequel ça bouge extrêmement vite, où tous les enjeux de nos sociétés sont en train de changer extrêmement vite, et évidemment, de modifier l'éducation que j'ai connue. Du temps où j'étais à l'école, c'était le modèle de Piaget, qui était un grand bonhomme. Mais déjà, dans un grand colloque et une controverse, enfin controverse légère, parce que les gens sont polis, mais parce que c'est François Jacob, c'est Jacques Monod, c'est Noah Chomsky, donc tous ces gens-là se réunissaient dans l'abbaye de Royaumont, au nord de Paris, c'est pas loin de chez moi d'ailleurs, et Piaget était sur ce modèle lamarckien, qui est un immense biologiste, Lamarck, mais qui avait conçu l'idée d'une évolution qui était calquée sur l'idée de progrès, comme s'il y avait des stades qui s'accumulaient, il fallait comme un escalier. Donc on avait conçu l'éducation comme ça. Et il faut attendre les neurosciences, merci à Stanislas Dehaene, il faut attendre François Tadei, qui était là aujourd'hui, pour comprendre qu'effectivement, les enfants sont bourrés de compétences qu'on ne leur demandait pas. En fait, le système éducatif enseignait des opinions. Il fallait enseigner des valeurs, la société, comment faire des citoyens, comment faire des travailleurs. Puis ça correspondait quand même à une époque qui a connu un progrès absolument incontestable. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent, parce qu'on n'a plus de vision de progrès, les grandes idéologies ne sont plus là, et l'enjeu est en effet comment co-construire. Et c'est bien ce qu'on a vécu sur ce plateau. Et c'est quelque chose de général, et je terminerai par ça, que nous sommes en train de connaître. En médecine, la médecine d'aujourd'hui ne guérit plus les maladies. Elle s'occupe d'un patient. Et autour d'un patient, on essaye de mobiliser des compétences des médecins, des paramédicaux, des entreprises, des start-up, comme le fait l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, sur chaque cas. Aujourd'hui, un militaire qui est sur le terrain, oui, parce que j'ai assisté à une conférence du général Denis Mercier, commandant suprême de l'OTAN pour la transformation numérique, il est français. Aujourd'hui, ce n'est plus l'état-major qui va en haut. Sur le terrain, les soldats ont ça et ils gèrent l'ensemble des systèmes d'armement, de commandement autour d'eux. Aujourd'hui, l'éducation, c'est pareil, on l'a vu, et Madame le proviseur, je crois qu'elle est encore là, nous en discutions tout à l'heure, c'est aujourd'hui comment, sur chaque élève, on est capable, sur chaque projet, de déployer des compétences. Eh bien ça, c'est une révolution copernicienne. Il serait temps que les sciences nous servent un petit peu dans le monde qui vient, pour qu'elles y contribuent, elles ne vont pas tout faire, bien évidemment, mais Copernic, vous le savez, c'est plus la Terre qui tourne, le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est l'inverse. Et on a une révolution darwinienne, c'est-à-dire, plutôt que d'enseigner une conformité de citoyens ou comme on l'a fait et qui n'a pas trop mal marché, hein, une fois de plus, hein, je ne suis pas nostalgique, mais en tout cas globalement ça a pas mal marché, aujourd'hui c'est un enseignement qui, plutôt que de demander aux élèves de réussir en fonction d'échelles d'évaluation parfaitement théoriques, évidemment, et qu'attend la société. Aujourd'hui, c'est comment cette société peut, à travers ses diversités, et c'est darwinien. Darwinien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en définitive, la sélection naturelle, ce n'est pas les grosses bêtises qu'on vous a racontées.
Ça n'a jamais été la loi du plus fort. Ça veut dire favoriser les variations les plus aptes à un moment donné. Les termes ont un sens dans une pipe. Ce n'est pas l'élimination. Et ce que veut dire dans les projets que vous faites, chère madame, c'est-à-dire on prend des idées à un moment, on en prend d'autres. Et c'est comme ça qu'effectivement, aujourd'hui, les innovations pour répondre au monde qui vient, eh bien Darwin avait trouvé ça, c'est génial. Il avait dit, face à un monde inconnu dont nous sommes les acteurs, la diversité en est la matière première, mais la diversité toute seule, ça ne sert à rien. Il faut que cette diversité se rencontre. C'est comme ça qu'on fait du design thinking ou les méthodes agiles, c'est pareil. Et donc, c'est comment dégager des projets. Et puis enfin, ensuite, comment le développer. Et là, les enseignants, évidemment, ils ont un rôle comme celui des médiateurs qu'on a vus, qu'on appelle aussi les Scrum Managers. Donc, ça n'enlève rien à l'enseignant. Il est quand même le garant des fondamentaux que doivent acquérir les élèves. Mais c'est à partir de là qu'effectivement, nous sommes capables de révéler des potentialités qui n'avaient pas déjà été exprimées. Et le grand projet du transhumanisme, au départ, de Julian Huxley, premier secrétaire général de l'UNESCO évolutionniste, c'était se dire, faisons que la société, ses techniques, ses valeurs, sa philosophie, sa littérature, permettent d'exprimer des potentialités, des capacités qui jusque-là n'ont pas été exprimées. Changeons d'air. Merci.